Le jour de mon 35e anniversaire, mon mari a suggéré avec nonchalance que nous vivions séparément, en disant « Je préférerais vivre avec ta sœur qu'avec toi ». J'ai calmement déposé une demande de divorce. 3 jours après avoir emménagé, il a appelé en panique « Ta sœur a tout dépensé pour ses amants. Aidez-moi ». Mon nom est Madison. Avant de vous raconter comment j'ai repris ma vie et les ai laissés sans rien d'autre que des regrets. Faites-moi savoir d'où vous regardez dans les commentaires. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où ces histoires voyagent. C'était mon 35e anniversaire, un mardi. L'horloge sur mon ordinateur portable indiquait presque 21 heures. Le clignotement incessant du curseur, un petit battement de cœur numérique dans le silence oppressant de notre maison. J'étais penché sur la table de la salle à manger, entouré de piles de documents pour une proposition de projet qui devait être soumise le lendemain matin. La seule lumière venait de mon écran, projetant de longues ombres dans la pièce. Depuis le salon, le silence était ponctué par les clics frénétiques d'une souris et le cri triomphant occasionnel de mon mari, James. Il était plongé dans une autre bataille en ligne, terrassant des dragons numériques dans un monde devenu bien plus réel pour lui que celui que nous partagions. Le silence entre nous n'était plus paisible. C'était une couverture lourde et suffocante, un témoignage de 1000 conversations que nous n'avions plus. Il a déambulé dans la salle à manger, les yeux vitreux par l'écran. Il ne me regardait pas, son attention entièrement captivée par l'acte simple de dévisser le bouchon de sa bouteille d'eau. Il a sorti une bouteille d'eau, le plastique bruissant fort dans le silence. L'air était chargé de choses non dites, du fantôme d'un mariage qui n'était plus que 2 personnes partageant un prêt immobilier. Je pense que nous devrions vivre séparément, a-t-il dit. Sa voix était décontractée, dépourvue de toute inflexion, comme s'il commentait la météo ou suggérait de commander une pizza. J'ai arrêté de taper. Mes doigts se sont figés sur le clavier. Le curseur a continué son clignotement rythmé et patient. J'ai lentement levé la tête, mon cou raide. Il ne me regardait toujours pas, son attention captivée par l'acte simple de dévisser le bouchon de sa bouteille d'eau. « Que as-tu dit » ai-je demandé, ma voix à peine un murmure, craignant que donner du volume aux mots ne les rende réels. Il a finalement tourné la tête, et ses yeux ont rencontré les miens. C'étaient des piscines plates, vides, d'indifférence. J'ai dit, je pense que nous devrions vivre séparément. Il a pris une longue et lente gorgée d'eau, puis a baissé la bouteille. En fait, a-t-il ajouté, comme une réflexion après coup. Je pense que je préférerais vivre avec ta sœur qu'avec toi. Les mots n'ont pas seulement flotté dans l'air. Ils se sont écrasés autour de moi, brisant la fragile composure que je maintenais depuis des mois. C'était mon anniversaire. Le même jour, j'avais enduré un autre traitement de fertilité douloureux et invasif. Une autre série dans une bataille désespérée à sens unique pour sauver un mariage que lui avait clairement abandonné il y a longtemps. La douleur n'était pas un coup aigu. C'était un engourdissement froid et rampant qui a commencé dans ma poitrine et s'est propagé comme de la glace dans mes veines, me laissant figé sur ma chaise. Je l'ai juste regardé, cet étranger qui portait le visage de mon mari, cherchant le moindre signe de l'homme que j'avais épousé. Il n'y en avait aucun. Il n'a pas bronché. Il n'a pas offert d'explication ni d'excuses. Il a juste haussé les épaules, un petit geste dédaigneux, m'a tourné le dos et est retourné à son jeu vidéo. À ce moment-là, alors que les sons de la guerre virtuelle reprenaient de l'autre pièce, quelque chose en moi ne s'est pas brisé. Cela a changé. Cela s'est mis en place avec une clarté terrifiante. Les années de chagrin, de sentiments d'inadéquation, de porter le poids écrasant du blâme ne m'ont pas englouti tout entière. Au lieu de cela, elles se sont retirées, laissant derrière elles une certitude froide et dure. J'ai vu la cage dans laquelle je vivais, une cage que j'avais contribué à construire avec mon propre espoir et mon propre déni. Il ne le savait pas, mais avec ces 10 mots cruels, il n'avait pas seulement mis fin à notre mariage. Il venait de me remettre la clé. Nos problèmes n'avaient pas commencé du jour au lendemain. Ils avaient été un poison lent, s'infiltrant dans les fondations de notre relation. Quand nous nous sommes mariés, tout semblait brillant de promesses. Nous étions heureux, délirieusement heureux. Nous parlions de voyager, de construire une vie ensemble, d'avoir des enfants un jour. Mais pour James, le 20 jours est arrivé bien trop vite. Après seulement 1 an, sa nature décontractée a été remplacée par une impatience inquiète. Il voulait une famille. Maintenant, quand cela ne s'est pas produit immédiatement, cette impatience s'est transformée en reproche.
C'était toujours de ma faute, l'échec de mon corps, ma promesse brisée. Je n'oublierai jamais le jour où nous avons reçu le diagnostic. Nous étions assis côte à côte dans un bureau médical stérile et blanc qui sentait l'antiseptique et les rêves brisés. Le médecin, une femme gentille aux yeux doux, a expliqué les complexités de mes problèmes de fertilité. Elle a parlé des options, de l'espoir, des nombreux chemins vers la parentalité. J'essayais d'absorber tout cela, d'essayer d'empêcher les larmes de couler, d'essayer de trouver une main à tenir. J'ai regardé James. Il regardait droit devant lui, sa mâchoire si serrée qu'un muscle sautait sur sa joue. Il ressemblait à un homme qui entendait une mauvaise prévision commerciale, pas à une tragédie personnelle partagée. Dès que nous sommes montés en voiture, le silence était une chose physique qui pesait sur nous. J'ai finalement rompu le silence, ma voix tremblant légèrement. « James, nous pouvons surmonter ça. » Le médecin a dit qu'il y avait tellement d'options. Il m'a coupé, sa voix comme une écharpe de glace. « Alors, le problème, c'est toi. » Il ne m'a même pas regardé. Il a juste démarré la voiture. C'était ça. Pas de réconfort, pas de nous. Juste une ligne froide et dure tracée dans le sable séparant lui de moi, le sein du brisé. À partir de ce jour-là, il a été une personne différente. Il a arrêté de me toucher. L'homme qui ne pouvait pas s'empêcher de me toucher maintenant reculait si je le frôlais dans le couloir. Il a construit une forteresse autour de lui, ses murs faits de pixels et ses douves remplies du bruit de son monde en ligne. Il passait chaque moment libre avec son casque sur la tête, riant et criant avec des étrangers, me laissant complètement, profondément seul dans notre maison. Mais j'ai continué d'essayer. Mon Dieu, que j'ai essayé. Je me suis soumise à des tests interminables, des procédures invasives et des injections quotidiennes qui laissaient mon corps meurtri et mon esprit las. Je me suis accroché à l'espoir fragile et désespéré qu'un enfant, notre enfant, pourrait en quelque sorte combler le gouffre qui s'était ouvert entre nous. J'essayais de nous sauver pendant qu'il était déjà parti. Et puis il y avait ma sœur Vanessa, l'enfant d'or. En grandissant, c'était toujours Vanessa ceci, Vanessa cela. C'était la jolie, la charmante, celle qui ne pouvait pas faire de mal. Nos parents gravitaient autour d'elle comme si elle était le soleil, et moi, j'étais juste une planète lointaine et oubliée. Je me souviens d'un Noël, j'avais dû avoir 16 ans. J'économisais depuis des mois grâce à mon travail à temps partiel, rêvant d'acheter une nouvelle guitare. Vanessa, qui n'avait jamais travaillé un jour de sa vie, a décidé qu'elle voulait une voiture. Nos grands-parents, qui l'adoraient, lui ont acheté une décapotable flambant neuve, un brillant phare rouge de leur favoritisme. J'ai eu un pull. Quand j'ai essayé de cacher ma déception, ma mère m'a prise à part, sa voix vive de contrariété. « Madison, ne sois pas égoïste, m'avait-elle dit. Tu devrais être heureuse pour ta sœur. » C'était l'histoire de ma vie. Sois heureuse pour Vanessa. Fais place à Vanessa. Son héritage de nos grands-parents n'était qu'un autre chapitre du même vieux livre. Il lui avait laissé une fortune, une somme qui changerait sa vie, me contournant presque entièrement avec un montant symbolique qui ressemblait plus à une insulte qu'à une négligence. Elle l'a exhibé, bien sûr. Vêtements de designer, voyages somptueux vers des destinations exotiques, un style de vie qu'elle documentait méticuleusement sur les réseaux sociaux pour que le monde entier le voie. Quelquefois, j'avais conduit en ville et je l'avais vu se glisser dans les halls des hôtels 5 étoiles en plein après-midi avec des hommes qui n'étaient certainement pas sa dernière lubie. Je n'ai jamais rien dit. Ce n'était pas mon affaire. J'avais ma propre vie qui s'effondrait à gérer. Après le coup de la Saint-Valentin de James, j'ai passé la nuit sur le canapé, enveloppé dans une fine couverture, sans dormir, juste à fixer l'obscurité, les mots cruels se répétant dans mon esprit. Le lendemain matin, les yeux rougis par l'épuisement, j'ai appelé ma meilleure amie, Sarah. Je lui ai tout raconté, ma voix un monotone plat et dénuée d'émotion. Sarah, en revanche, était un volcan de rage pour moi. Il a fait quoi? Le jour de ton anniversaire. Cette garce. Et ta sœur. J'ai pu l'entendre marcher furieusement à l'autre bout du fil. M'a dit, écoute-moi. Tu as fini d'être une carpette. Ces gens sont des serpents. Tous. Tu ne peux pas simplement te laisser marcher dessus. Tu dois te protéger. Les gens comme ça, ils ont toujours des secrets sales. Ils pensent qu'ils sont invincibles. Tu dois découvrir ce qu'ils cachent vraiment.
Ces mots étaient comme un choc électrique traversant le brouillard de mon choc. Elle avait raison. Le temps de la Madison discrète, accommodante, longtemps souffrante était révolu. Le jeu avait changé, et j'étais enfin prête à y jouer. Le week-end suivant, c'était le dîner du 40e anniversaire de mariage de nos parents, un événement familial obligatoire organisé dans un restaurant guindé et hors de prix. Je savais que ce serait une embuscade, mais j'y suis allé quand même. J'avais besoin de le voir par moi-même. J'avais besoin de la dernière impulsion, la dernière preuve indéniable que j'étais vraiment seul. Je suis entré et voilà qu'ils étaient là, James et Vanessa, assis l'un à côté de l'autre, se tenant la main sur la nappe blanche immaculée pour que tout le monde puisse le voir. C'était une démonstration audacieuse et provocatrice. Mes parents virevoltaient autour d'eux, forçant des sourires brillants et fragiles, prétendant que tout était normal. L'air était épais de tensions inexprimées. Le reste de la famille, mes tantes, oncles et cousins, jetaient des regards nerveux et compatissants vers moi, puis détournaient rapidement les yeux. Ils ont attendu que le plat principal soit servi. Puis James, avec le flair théâtral d'un méchant de film, s'éclaircit la gorge et tapota son verre avec une fourchette. Un petit sourire satisfait jouait sur ses lèvres. « Nous avons une nouvelle », a-t-il annoncé à la table, sa voix pleine d'une fausse sincérité. « Vanessa et moi sommes ensemble. Nous sommes amoureux, et nous voulions que vous soyez les premiers à savoir. » Vanessa rayonnait, serrant sa main. Elle a ensuite tourné son regard vers moi, ses yeux brillants d'une malice qui n'avait rien de fraternel. « Je suppose que certaines femmes ne sont tout simplement pas faites pour être mères, » a-t-elle dit, sa voix dégoulinant d'une fausse sympathie qui était plus insultante qu'une hostilité ouverte. « Peut-être que c'est pour le mieux. Certaines personnes ne peuvent tout simplement pas donner à un homme ce dont il a vraiment besoin. » Une vague de chaleur m'a envahi. Cela ressemblait à un coup physique, me coupant le souffle. J'ai regardé mes parents, mon dernier espoir désespéré, attendant qu'ils disent quelque chose, qu'ils me défendent, leur fille. Mon père a soudainement trouvé le motif floral sur son assiette absolument fascinant. Ma mère a juste émis un rire faible et inconfortable. « Oh, Vanessa, ne sois pas comme ça », a-t-elle murmuré. Mais il n'y avait aucune force derrière cela, aucune colère, juste de la lâcheté. Leur silence n'était pas seulement un manque de soutien. C'était leur consentement. C'était la trahison la plus forte et la plus douloureuse de toutes. C'était ça. Le dernier clou dans le cercueil de la famille que je pensais avoir. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Un étrange calme froid s'est installé en moi. J'ai posé lentement, délibérément ma serviette sur la table. J'ai regardé chacun d'entre eux, mon regard s'attardant un long moment sur mes parents. « Merci », ai-je dit, ma voix parfaitement stable. « Merci de rendre tout si cristallin. » Je me suis levé, ma chaise raclant doucement le sol, et je suis sorti. Je n'ai pas regardé en arrière. Au moment où je suis monté dans ma voiture, le calme s'est brisé, et une seule larme chaude de rage et de chagrin a roulé sur ma joue. Je l'ai essuyée, en colère contre ma propre faiblesse. Puis j'ai pris mon téléphone. Je n'ai pas appelé Sarah. J'ai composé le numéro du meilleur avocat spécialisé en divorce de la ville, celui que Sarah avait insisté pour que j'enregistre dans mes contacts il y a des semaines. Mon nom est Madison Miller, ai-je dit quand sa secrétaire a répondu. J'ai besoin de programmer un rendez-vous dès que possible. Le lendemain matin, j'étais assise dans un fauteuil en cuir moelleux en face de M. Davis, un homme dont le costume élégant et les yeux vifs criaient la compétence. J'ai exposé toute l'histoire, depuis le premier traitement de fertilité jusqu'à l'humiliation publique lors du dîner d'anniversaire. J'étais calme, factuelle et concise, en omettant l'émotion et en m'en tenant aux faits froids et durs. C'est plus qu'une simple liaison, M. Davis, ai-je dit, me penchant en avant sur ma chaise. C'est un arrangement financier. Ma sœur a un héritage important, et mon mari a l'intention de vivre de celui-ci. Je crois qu'il dépense nos biens matrimoniaux pour elle depuis un certain temps maintenant. M. Davis a écouté attentivement, son stylo grattant sur un bloc-notes. Avez-vous des preuves de cette dissipation d'actifs? Pas encore, ai-je dit, ma voix ferme. Mais je les aurai. J'ai pris une profonde inspiration, les mots de Sarah résonnant dans mon esprit. Les gens comme ça ont toujours des secrets, a dit mon ami. Ils pensent qu'ils sont invincibles. Tu dois découvrir ce qu'ils cachent vraiment.
J'ai pris une profonde inspiration, les mots de Sarah résonnant dans mon esprit. Les gens comme ça, ils ont toujours des secrets. Je veux engager un détective privé. Je veux que tu trouves le meilleur. Je veux tout savoir sur les finances de Vanessa. Je veux savoir où va chaque dollar de cet héritage. Et je veux savoir chaque dollar que James a dépensé et qu'il n'aurait pas dû. Il m'a jeté un long regard d'évaluation, une lueur de surprise dans ses yeux qui a rapidement été remplacée par quelque chose qui ressemblait au respect. Un lent sourire s'est étendu sur son visage. Madame Miller, a-t-il dit, se penchant en arrière sur sa chaise. Je pense que nous allons très bien nous entendre. J'ai quitté son bureau avec un regain de détermination que je n'avais pas ressenti depuis des années. Mon premier arrêt a été chez un serrurier. Au moment où James est rentré du travail ce soir-là, les serrures de notre appartement avaient été changées. J'ai entendu sa clé gratter inutilement contre les nouveaux cylindres, suivi d'un coup de porte furieux. Il a appelé mon téléphone, sa voix un aboiement furieux sur le message vocal. Je n'ai pas répondu. Je lui ai simplement envoyé un SMS. Vos affaires seront disponibles pour être enlevées par le service de votre choix demain entre 9h et 12h. Veuillez être ponctuel. Le lendemain, j'ai commencé le rituel d'effacer son existence de ma vie. J'ai emballé ses vêtements, ses jeux vidéo, toute son existence dans des boîtes en carton. C'était méthodique, presque thérapeutique. Alors que je vidais sa table de chevet, j'ai trouvé une petite boîte recouverte de velours. À l'intérieur se trouvait un ticket de cinéma du premier film que nous avions jamais vu ensemble et un porte-clés Fantasy bon marché que j'avais gagné pour lui à une fête foraine. Mes doigts tremblaient en les tenant. Puis au fond du tiroir, j'ai trouvé une vieille photo de notre lune de miel. Nous étions sur une plage à Hawaï, bronzés, riants, si jeunes et si pleins d'espoir. Pendant un instant, la résolution froide a vacillé. Une vague de chagrin, vive et déchirante, m'a submergé. Pas pour l'homme qu'il était devenu, mais pour l'homme que je croyais qu'il était, pour le bel avenir que nous étions censés avoir. Je me suis autorisé à pleurer juste une minute. Un dernier adieu à un fantôme. Puis j'ai pris la photo, l'ai déchirée proprement en deux, et je l'ai jetée dans une boîte sur ses chaussures de course. Il n'y avait pas de retour en arrière. Une semaine plus tard, j'ai reçu l'appel. C'était le détective privé, Léo Vance. Sa voix était purement professionnelle, nette et efficace. Vous avez raison d'être méfiante, Madame Miller, a-t-il dit. Les finances de votre sœur sont un château de cartes, et le vent commence à souffler. Je me suis assise. Mon cœur commençait à battre un peu plus vite. Qu'avez-vous trouvé? Elle n'est pas seulement une dépensière, a-t-il expliqué. Elle est imprudente. Elle a utilisé la majeure partie de son héritage comme garantie pour obtenir d'énormes prêts auprès de prêteurs privés à fort intérêt. Des gens de l'argent dur. On parle de gens qui ne portent pas plainte. Ils envoient des gens à votre porte. D'après ce que je peux voir, elle a payé les paiements minimums en contractant de nouveaux prêts. Elle est à un paiement manqué d'une catastrophe totale. Une idée froide et brillante a commencé à se former dans mon esprit. C'était audacieux et c'était dangereux, mais c'était parfait. Léo, ai-je dit, ma voix stable et claire. J'ai besoin d'une liste. Une liste de tous ces prêteurs avec leurs coordonnées, numéro de compte, tout. Et j'en ai besoin pour hier. Le jour de la réunion finale de règlement de divorce est arrivé 6 semaines plus tard. Je suis entré dans la salle de conférence brillante du cabinet de M. Davis, me sentant calme et préparé. James était déjà là, assis à côté de son propre avocat, l'air suffisant et impatient. Il pensait clairement que ce n'était qu'une formalité avant qu'il ne puisse officiellement commencer sa nouvelle vie financée par l'héritage de ma sœur. Il pensait probablement que je serais en miettes, en larmes et brisé. Il se trompait. M. Davis a commencé, sa voix un drone calme et autoritaire alors qu'il exposait les termes. Il a présenté les preuves claires et irréfutables de la liaison. Puis il est passé à autre chose. Il a sorti un épais classeur et l'a ouvert. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires, des factures de cartes de crédit, des reçus d'hôtel, tous méticuleusement compilés par Léo, montrant des milliers et des milliers de dollars de fonds matrimoniaux que James avait dépensés en cadeaux somptueux, dîners 5 étoiles et escapades secrètes le week-end avec Vanessa. Compte tenu de la dissipation flagrante et soutenue des biens matrimoniaux de M. Miller, a dit M. Davis froidement,
regardant par-dessus ses lunettes l'avocat de James. Nous exigeons une répartition de 70/30 de tous les biens restants en faveur de Madame Miller. L'avocat de James a bégayé, mais James a juste ri. Un rire court, arrogant, qui a résonné dans la pièce silencieuse. C'est ridicule. Nous nous battrons devant les tribunaux pendant des années. Il souriait encore quand son téléphone a vibré sur la table en acajou poli. Il l'a regardé, agacé, et a vu le nom de Vanessa apparaître à l'écran. Il l'a ignoré. Il a vibré encore et encore, un rythme frénétique et insistant. Peut-être devriez-vous répondre à cela, Monsieur Davis a suggéré poliment, une touche d'acier dans sa voix. Avec un soupir exaspéré, James a ramassé le téléphone. Qu'est-ce que c'est, V? Je suis en train de faire quelque chose d'important. Je l'ai regardé son visage pendant qu'il écoutait. C'était comme regarder une vidéo accélérée d'un bâtiment en train de s'effondrer. La suffisance s'est dissipée, remplacée par la confusion, puis l'incrédulité, puis la panique pure et non diluée. Sa peau est devenue pâle, d'une couleur grisâtre maladive. Qu'est-ce que tu veux dire? Le compte est gelé. Quel avis? La banque. Quoi? Alors qu'il parlait, la porte de la salle de conférence s'est ouverte et un coursier est entré, tenant une grande enveloppe légale rigide. Livraison pour Monsieur James Miller, a annoncé le coursier, sa voix neutre. James a fixé l'enveloppe comme si c'était un serpent. Son avocat l'a prise et l'a ouverte avec un coupe-papier. Il a sorti la liasse de documents et ses propres yeux se sont élargis d'horreur. James, a-t-il murmuré, sa composure professionnelle disparue. Ceci est une notification de défaut d'un prêteur privé. Il rappelle la totalité du prêt. Immédiatement. Le téléphone de James a sonné à nouveau. Un numéro différent. Il y a répondu, sa main tremblant. Bonjour. Son visage, si possible, est devenu encore plus pâle. C'était un autre créancier. Et puis un autre. C'était en train d'arriver. La maison de cartes s'effondrait d'un coup en temps réel, ici même dans cette pièce. Il a laissé tomber le téléphone sur la table. Il a éclaté fortement. Il m'a fixé, les yeux écarquillés d'horreur naissante, les pièces enfin, tardivement, se mettant en place dans son esprit. Toi, a-t-il murmuré, sa voix craquant. C'était toi. Tu as fait ça. J'ai rencontré son regard et pour la première fois, je lui ai laissé voir l'acier derrière mes yeux. Je lui ai offert un petit sourire froid qui n'atteignait pas mes yeux. Je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez, James, ai-je dit, ma voix aussi lisse que du verre. Vous m'avez considéré comme un plan de secours, une femme au foyer. J'ai juste pensé qu'il était prudent de m'assurer que les partenaires commerciaux de Vanessa aient les informations les plus à jour concernant sa situation financière, surtout à la lumière de notre divorce. Ce qu'ils ont choisi de faire de ces informations, c'est leur affaire, pas la mienne. Je me suis juste assuré que vous n'auriez plus jamais de maison où revenir. La pièce était silencieuse, à part le son de la respiration saccadée de James. M. Davis a fait glisser l'accord de divorce sur la table. Le stylo était posé à côté. 70/30, a-t-il dit, sa voix ferme. Signé. James a fixé le papier, puis m'a regardé à nouveau, son visage un masque de défaite totale. Il a ramassé le stylo, sa main tremblant si fort qu'il pouvait à peine le tenir, et a signé son nom. La bataille était terminée. J'avais gagné. 3 jours plus tard, mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas, mais je savais qui c'était. J'ai laissé sonner 4 fois avant de répondre, prenant une profonde respiration calmante. Madison. C'était James. Sa voix était un désastre. Mince, désespéré, dépouillé de toute son arrogance passée. Maddy, s'il te plaît. Tu dois m'aider. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste écouté, le laissant se débattre dans le silence. Il a commencé à divaguer, les mots s'échappant dans une ruée frénétique et pathétique. L'héritage de Vanessa avait disparu, a-t-il expliqué. Pire que disparu. Les prêts étaient plus importants que la valeur des actifs. Les créanciers étaient impitoyables. Ils faisaient face à des poursuites, à la saisie. Leur condo de luxe, celui qu'il avait quitté pour moi, était en cours de saisie. Il n'avait rien. Il a essayé de blâmer Vanessa,
la traitant d'irresponsable, d'idiote, de tout pour rejeter son propre rôle dans le désastre. C'était une erreur, m'a dit, a-t-il plaidé, sa voix finissant par craquer dans un sanglot. Une terrible erreur. Je n'aurais jamais dû partir. J'avais peur. J'étais stupide. Je t'aime toujours. Nous pouvons arranger ça. Avec ton argent de règlement, nous pouvons les rembourser. Nous pouvons recommencer. S'il te plaît, épouse-moi à nouveau. L'audace de cela était presque époustouflante. J'ai laissé le silence s'étirer, savourant le beau son exquis de son désespoir. Quand j'ai enfin parlé, ma voix était aussi froide et dure qu'un diamant. James, ai-je dit lentement, distinctement, te souviens-tu du dîner du 40e anniversaire de tes parents? Je m'en souviens. En fait, j'ai un enregistrement audio de haute qualité de 47 minutes de toute cette soirée sur mon téléphone. Un enregistrement de ta grande annonce. Un enregistrement des commentaires de Vanessa concernant ma fertilité. Un enregistrement du silence lâche et soutenant de mes parents. Il était silencieux comme un tombeau à l'autre bout du fil. Je pouvais presque entendre son esprit s'emballer. Si toi ou quiconque de mon ancienne famille me contacte à nouveau pour quelque raison que ce soit, ai-je poursuivi, ma voix baissant à un murmure, cet enregistrement sera envoyé à absolument toutes les personnes que nous avons jamais connues. Tes collègues au bureau, tes copains de golf, les membres du club de lecture de l'église de ma mère, et je suis sûr que tante Carole serait particulièrement intéressée d'entendre ce qui a été dit après son départ anticipé. Est-ce que je suis clair? Il a produit un petit son étouffé, étranglé. Au revoir, James. J'ai raccroché le téléphone et j'ai immédiatement bloqué son numéro. Ensuite, un par un, j'ai bloqué les numéros de ma sœur et de mes parents. Je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni tristesse, ni triomphe. Juste une paix profonde et purificatrice. La dernière chaîne avait été brisée. 6 mois se sont écoulés. 6 mois de reconstruction calme et constante. J'ai utilisé une partie du règlement pour acheter une petite maison magnifique avec un jardin et une pièce supplémentaire ensoleillée que j'ai peinte d'un jaune doux et plein d'espoir. Je l'ai remplie non pas de fantômes du passé, mais de rêves pour l'avenir. J'ai continué mes traitements, mais cette fois, c'était pour moi et pour moi seul. Et j'ai déposé les documents pour l'adoption. Un après-midi ensoleillé, je suis allé à la plus grande clinique de fertilité de la ville. Mais je n'étais pas là pour un rendez-vous. J'étais là pour rencontrer le directeur, Dr. Evans. J'ai signé une série de documents établissant la Madison Foundation, une organisation financée par une partie importante de mon règlement, dédiée à fournir des subventions financières et un soutien émotionnel aux femmes aux prises avec des problèmes de fertilité et la douleur qui les accompagne souvent. Je transformais ma blessure la plus profonde en une source de guérison pour les autres. Docteur Evans m'a serré la main, les larmes aux yeux. Vous n'avez aucune idée du nombre de vies que vous allez changer, a-t-elle dit. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu l'appel que j'attendais. Ma demande d'adoption avait été approuvée. La prochaine réunion de famille à laquelle j'ai assisté était Thanksgiving. Je suis entré, ne me sentant pas comme une victime, mais comme une survivante. J'étais radieuse, confiante et entière. Mes parents gravitaient autour de moi, leur visage marqué par une onde performative et calculée. Ils ont essayé de s'excuser, offrant des mots maladroits et intéressés sur le fait qu'ils avaient fait une erreur, qu'ils n'avaient jamais voulu me blesser. Je les ai écoutés poliment et puis j'ai souri. Un vrai sourire, mais un qui les maintenait à une distance permanente et inatteignable. J'espère que vous trouverez tous les deux la paix, ai-je dit. Et puis je suis allé parler à ma tante. James et Vanessa n'étaient pas là. J'ai appris par le biais du cercle familial qu'ils avaient tout perdu et qu'ils vivaient dans un petit appartement loué dans un autre état, se noyant dans les dettes et les problèmes juridiques. Tante Carole est venue et m'a fait un long et serré câlin. Je suis tellement fier de la femme que tu es devenue, a-t-elle murmuré à mon oreille. Ces mots signifiaient plus pour moi que n'importe quelle excuse de mes parents ne pourrait jamais le faire. Ce soir, alors que je suis assise ici, je ne suis pas seule dans ma petite maison ensoleillée. Dans la pièce à côté de la mienne, ma fille Lily dort paisiblement dans son berceau, sa petite poitrine montant et descendant dans un rythme régulier. Elle est ma famille. Elle est mon avenir. La tenir dans mes bras pour la première fois était un sentiment qu'aucune victoire, aucune vengeance ne pourrait jamais égaler. C'était un amour pur et inconditionnel.
C'était la maison. Parfois, je repense à tout cela. La trahison ne m'a pas défini. La façon dont je suis ressuscité des cendres de ma vieille vie. C'est ce qui me définit. J'ai appris que la famille n'est pas toujours une question de sang que l'on partage. Il s'agit des personnes qui sont là pour vous, qui se battent pour vous, qui vous aiment quand vous ne pouvez pas vous aimer vous-même. Il s'agit de la famille que vous choisissez. Je regarde par la fenêtre les lumières de la ville scintillant au loin. Un nouveau jour arrive, et pour la première fois depuis très longtemps, j'ai hâte de voir ce qu'il apportera. Merci à tous d'avoir écouté mon histoire. Ce n'était pas facile à partager, mais je sais que beaucoup d'entre vous ont affronté leur propre bataille. Quel est le conseil que vous donneriez à quelqu'un qui vient de commencer à reconstruire sa vie après une trahison majeure? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si mon histoire vous a touché, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner pour en savoir plus. Vous n'êtes pas seul.